bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous présenter, donc de faire cette présentation. L'ophtalmologue et la maladie de Horton, quand l'évoquer, quelle conduite à tenir. Donc, je suis médecin en médecine interne, je ne suis pas ophtalmologue, et donc médecin en médecine interne à la clinique Axiom à Aix-en-Provence, et j'ai été pendant 4 ans le coordonnateur de la filière SOS Horton à Paris, à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild. Donc, c'est à ce titre que je vais vous parler des complications ophtalmologiques de la maladie de Horton. Donc, le plan, on va commencer par un petit cas clinique interactif. Donc, vous pourrez participer au sondage, répondre aux questions. Je vais vous faire quelques rappels sur la maladie de Horton ou l'artérite à cellules géantes, comme on doit l'appeler actuellement. On va refaire un point donc, sur les complications ophtalmologiques de l'artérite à cellules géantes. On va évoquer quelles sont les stratégies qui permettent d'améliorer le pronostic visuel des patients avec une artérite à cellules géantes. Et enfin, on va voir la conduite à tenir en pratique pour les ophtalmologues quand ils sont face à un patient chez qui ils suspectent une artérite à cellules géantes. Donc, on va commencer par un petit cas clinique. Madame X, 76 ans, avec les antécédents d'une patiente de 76 ans, hypertendue, une surcharge pondérale, dyslipidémie sous régime seul, avec un tabagisme sevré depuis 10 ans, qui va présenter brutalement une baisse d'acuité visuelle à gauche, indolore, donc qui survient dans la matinée. Et elle arrive à avoir une consultation ophtalmologique de ville en urgence le jour même à 18h30. L'examen ophtalmologique, donc on voit que l'acuité visuelle est effondrée à gauche, à compte les doigts, pas d'anomalie du segment antérieur. Vous mettez en évidence un déficit pupillaire afférent relatif à gauche et au fond d'œil, vous mettez en évidence donc à gauche un volumineux œdème papillaire. Et l'ensemble de ces éléments, une baisse d'acuité visuelle brutale, indolore, avec un œdème papillaire chez cette patiente de 74 ans, vous fait évoquer une neuropathie optique ischémique antérieure, une NOIA. Donc là, petit sondage, qu'est-ce que vous faites? Donc A, vous interrogez la patiente à la recherche de signes en faveur d'une artérite à cellules géantes, d'une maladie de Horton. B, vous prescrivez un bilan biologique à faire en urgence. C'est en présence de signes évocateurs, voilà, par exemple, la patiente vous dit qu'elle a des céphalées, vous prescrivez au cabinet ou vous lui dites d'aller en pharmacie, vous lui prescrivez une corticothérapie 1 mg par kilo. D, vous ne donnez pas de corticothérapie parce que vous ne voulez pas négativer les futures explorations. E, vous transférez la patiente dans des urgences parce qu'il y a une NOIA. Voilà, on transfère aux urgences, il y a éventuellement une maladie de Horton. Ou F, vous organisez une hospitalisation rapide en médecine interne, rhumato, ophtalmologie, pour la confirmation et éventuellement instaurer des bolus de Solu-Medrol. Vous n'interrogez pas la patiente à la recherche de signes en faveur de maladie de Horton. C'est peut-être une erreur. 22% prescrivent un bilan biologique en urgence, 22% prescrivent une corticothérapie, 44%, c'est intéressant, transfèrent la patiente dans des urgences et 11% organisent une hospitalisation. Parfait, on verra donc à la fin de la présentation ce qu'on pourrait proposer, ce qu'il est recommandé de proposer. Alors, quelques rappels sur la maladie de Horton. Donc, maintenant, on doit parler d'artérite à cellules géantes. C'est le terme qui est consacré dans la nomenclature internationale. Donc, l'artérite à cellules géantes, c'est une vascularite des vaisseaux artériels qui touche les artères de gros et de moyen calibre et avec une claire prédominance pour les artères à destination céphalique. C'est la plus fréquente des vascularites chez les patients de plus de 50 ans, mais même si c'est la plus fréquente, ça reste une maladie rare avec une incidence qui est estimée à entre 7 et 20 pour 100 000 habitants. Le pic d'incidence est clairement à 75 ans, entre 70 et 80 ans, mais avec une borne basse à 50 ans, et il y a clairement une prédominance féminine. Vous connaissez bien les signes céphaliques de l'artérite à cellules géantes avec les céphalées, le cortège de symptômes. Et voilà, il peut y avoir donc des complications, au premier rang desquelles l'atteinte ophtalmologique du fait de la fréquente atteinte de l'artère ophtalmique et des artères ciliaires postérieures, mais également du fait de l'atteinte vertébrale, il peut y avoir des accidents vasculaires, et notamment des accidents vasculaires cérébraux postérieurs. Vous connaissez également la pseudo-polyarthrite rhizobélique, cette atteinte musculo-tendineuse qui est parfois associée à la maladie de Horton.
Et on connaît depuis 15 ans, 10-15 ans, on sait que la maladie de Horton, l'artérite à cellules géantes, peut aussi toucher les artères de gros calibre, et notamment l'aorte et ses premières branches de division. Et donc, on distingue 3 formes, céphaliques, myalgiques, aorto-artéritiques, plus ou moins intriquées. Et la distinction de ces différentes formes a un intérêt clinique et un intérêt pronostique, parce que les formes céphaliques vont prédominer chez les patients plus âgés, là où les formes aorto-artéritiques vont toucher des patients plus jeunes. En fait, on sait que dans les formes aorto-artéritiques, il y a une association plus fréquente à la pseudopolyarthrite rhizomélique. Il y a un risque évolutif vers une dilatation ou un anévrisme de l'aorte, notamment thoracique. Et ce sont des patients qui ont une fréquence accrue de rechute, de récidive, donc un plus haut potentiel de corticodépendance. Alors que dans les formes céphaliques, chez les patients plus âgés, il y a un moindre syndrome inflammatoire et une plus grande prévalence de complications ischémiques. Donc, comment est-ce qu'on fait le diagnostic positif de l'ACG? Ça repose sur l'association de plusieurs signes, notamment donc les symptômes que vous connaissez bien, altération de l'état général, cette symptomatologie de pseudopolyarthrite rhizomélique, les céphalées ou les cervicalgies inhabituelles, l'hyperesthésie du cuir chevelu, la claudication de la mâchoire. À l'examen clinique, on peut mettre en évidence des anomalies des artères temporales, mais attention, ces anomalies ne sont pas ni spécifiques ni sensibles. On peut retrouver des anomalies comme celle-là chez des patients qui n'ont pas de maladie de Horton. Et alors, le caractère non pulsatile est mis en évidence dans des formes assez évoluées. Et donc, l'examen physique reste de sensibilité assez mauvaise. Le bilan biologique met le plus souvent en évidence un syndrome inflammatoire biologique avec une élévation de la CRP, du fibrinogène, de la vitesse de la sédimentation. À la numération, on a fréquemment une anémie, une hyperplaquétose, une monocytose. Et pendant très longtemps, la biopsie d'artère temporale était considérée comme le gold standard, l'examen de confirmation diagnostique devant une suspicion de maladie de Horton. L'avantage, c'est que c'est un examen qui est très spécifique. L'autre avantage, c'est que ça reste positif jusqu'à 45 jours après le début de la corticothérapie. L'inconvénient, c'est que 30% des patients avec une maladie de Horton ont une biopsie d'artère temporale qui peut être négative. C'est un geste qui est invasif et puis il y a un certain délai pour obtenir l'examen et obtenir les résultats. Et donc, les critères de classification actuels sont encore des vieux critères de classification qui ont plus de 30 ans, en 90, qui associaient donc des critères d'âge, les symptômes, la vitesse de sédimentation et une éventuelle anomalie de l'artère temporale. Et quand on a plus de 3 critères sur 5, on avait une bonne sensibilité, spécificité pour le diagnostic de maladie de Horton. Mais il y a une grande révolution sur les modalités de diagnostic de la maladie de Horton, avec notamment l'apport de l'échographie des artères temporales, de l'IRM dédié et du TEP, chacune de ces modalités ayant des avantages et des inconvénients. L'échographie est un examen non irradiant, mais assez difficile, qui nécessite un opérateur entraîné. L'IRM dédié est un excellent examen qui permet de bien explorer les artères intracrâniennes, mais aussi extracrâniennes, mais qui est un examen qui n'est pas disponible, qui nécessite des machines à IRM à 3 Tesla avec des séquences d'acquisition assez longues. Et le TEP-TDM, lui, a l'avantage de pouvoir quantifier l'activité inflammatoire, mais à un prix assez important. Pareil, une disponibilité qui est parfois difficile. Et c'est un examen qui explore mal les artères à destinée céphalique, donc parfois qui peut être mis en défaut chez les patients qui ont des formes céphaliques. Néanmoins, du fait de ces nouvelles modalités de diagnostic, il a été les recommandations EULAR de 2018 mises à jour en 2019 indiquent que pour faire le diagnostic d'une maladie de Horton, il n'est plus nécessaire forcément de faire une biopsie d'artère temporale, et ça c'est une véritable révolution, que si on a accès à un examen, échographie, IRM, TEP, qui est positif dans un contexte de suspicion clinique élevée, ça peut suffire à faire le diagnostic de maladie de Horton. Donc, une biopsie d'artère temporale n'est plus indispensable au diagnostic de maladie de Horton. Et donc, il est possible qu'à terme, peut-être l'année prochaine, il y ait de nouveaux critères de classification qui vont inclure déjà la CRP, mais ces examens d'imagerie pour les futures études, pour la classification des patients en tant que avec une maladie de Horton.
quelques points sur le traitement. Donc, il y a des recommandations françaises qui existent. Le PNDS de 2017 a été réactualisé en 2020. Pour vous rappeler que, voilà, qu'une artérite à cellules géantes nouvellement diagnostiquée, non compliquée, une forme classique sans atteinte ophtalmologique, se traite par de la prednisone, donc du cortencil, pas du Soluprède. La biodisponibilité du Soluprède est moins bonne que celle de la prednisone. Et donc, on commence voilà, à la dose de 0,7 mg par kilo pendant 2 à 4 semaines jusqu'à l'obtention d'une rémission clinique et biologique. Et ensuite, on fait une décroissance progressive, voilà, 15 à 20 mg à 3 mois, 10 mg à 6 mois, 5 mg à 12 mois, et on maintient pendant 18 à 24 mois. Et pas de traitement adjuvant en première intention. Dans les formes à rechute ou corticodépendantes, ou s'il y a des complications de la corticothérapie, eh ben, on peut proposer là donc un traitement adjuvant. Et les deux traitements proposés, qui ont des preuves assez importantes, notamment pour le tocilizumab, voilà, sont le méthotrexate et le tocilizumab. Sans vraiment rentrer dans les détails, le tocilizumab, donc c'est un anticorps anti-IL-6 qui a montré son efficacité à visée d'épargne cortisonnée et de contrôle de la maladie dans des études voilà, très robustes, et se fait voilà, par injection sous-cutanée hebdomadaire, et permet donc une décroissance beaucoup plus rapide de la corticothérapie. Et le méthotrexate, lui, donc c'est sur les données d'une méta-analyse, voilà, permet un effet d'épargne cortisonnée modeste, mais réel, et avec par contre l'inconvénient de l'obtention de la pleine efficacité après plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc là, pareil, les recommandations de la Société européenne de rhumatologie, il est indiqué que chez les patients qui ont un risque d'effet secondaire de la corticothérapie ou qui ont des rechutes répétées ou une corticodépendance à haut niveau, on peut envisager donc le tocilizumab ou le méthotrexate après un avis d'expert. Donc, on va parler, après ces rappels, voilà, les complications, on va parler des complications ophtalmologiques de l'artérite à cellules géantes. Donc, on sait, en fait, dans l'artérite à cellules géantes, l'artère ophtalmique et les artères ciliaires postérieures sont fréquemment impliquées dans l'ACG. Là, une très belle étude de 1972 sur des autopsies. On voyait qu'il y avait une fréquente atteinte de l'artère ophtalmique, et c'est cette fréquente atteinte qui explique que les complications visuelles dans l'artérite à cellules géantes sont malheureusement assez fréquente. Environ un patient sur 6 a ou aura une atteinte visuelle, donc avec une baisse d'acuité visuelle ou une altération du champ visuel. Cette atteinte visuelle, elle peut être sévère, elle peut mener à la cécité bilatérale irréversible, et même encore à l'heure actuelle, à l'heure de la corticothérapie, il y a voilà, un patient sur 6 voilà, qui aura une cécité complète liée à la maladie de Horton. Jusqu'à preuve du contraire, il faut se dire que l'atteinte est bilatérale. On sait qu'en l'absence de traitement, ou parfois même malheureusement sous traitement, il peut y avoir une bilatéralisation chez 50% des cas. On le reverra, on en rediscutera, mais chez 20% des patients, l'atteinte visuelle est une atteinte révélatrice, c'est-à-dire que les patients n'avaient que pas ou peu de symptômes évocateurs de maladie de Horton avant la survenue de la complication visuelle. Et le point le plus important, c'est que cette complication visuelle, elle est le plus souvent évitable, c'est-à-dire que traiter un patient avant la survenue de la complication visuelle permet de réduire drastiquement la survenue de la complication visuelle. Alors, quelles sont les atteintes les plus fréquentes, les atteintes ophtalmologiques dans l'artérite à cellules géantes? Donc, il y a des atteintes afférentes, donc la cécité monoculaire transitoire, et vraiment l'atteinte voilà, la plus classique, c'est la neuropathie ischémique antérieure. Mais voilà, il peut aussi y avoir une OACR, une ischémie de l'artère cilio-rétinienne, toute ischémie de toutes les parties de l'œil ou de l'orbite. Et aussi, voilà, savoir évoquer l'artérite à cellules géantes en cas d'atteinte efférente, donc en cas de diplopie transitoire ou de diplopie fixée. Donc ça, c'est aussi assez fréquent, les troubles efférents dans l'artérite à cellules géantes. Alors, on va prendre l'exemple là d'une noia. Vous savez que voilà, il y a deux grands types de noia, la noia non artéritique et la noia artéritique, qui est le plus souvent liée à la maladie de Horton. Donc, quels sont les éléments qui vont nous permettre de distinguer une noia artéritique d'une noia non artéritique? Déjà, premièrement, il y a le terrain, l'anamnèse, les symptômes,
voilà, les symptômes présentés par le patient. Il y a les données de l'examen ophtalmologique, les données de l'angiographie, le bilan biologique et aussi l'évolution. Et donc, de manière voilà, très schématique, quelles sont les différences entre noyat artéritique et noyat non artéritique? Donc, pour la noyat artéritique liée à la maladie de Horton, on a vu qu'il y avait une prédominance de femmes, là où la noyat non artéritique, c'est équivalent. Donc, l'âge est à plus de 50 ans et vraiment même plus, c'est 75 ans la moyenne d'âge dans la maladie de Horton, alors que dans la noyat non artéritique, il peut y avoir une atteinte avant 50 ans, donc c'est environ un quart des cas. Les facteurs de risque de noyat non artéritique sont assez connus. Voilà, les facteurs de risque cardiovasculaire, le syndrome d'apnée du sommeil, certains traitements, voilà, le Cialis, le Viagra, voilà, peuvent être inducteurs de noyat non artéritique. Dans la maladie de Horton, il y a des symptômes extra-ophtalmologiques qu'on a vus, les céphalées, les cervicalgies, l'hyperesthésie du cuir chevelu. Il y a plus fréquemment des douleurs. Il y a des troubles visuels transitoires, fréquents, cécité monoculaire transitoire, diplopie transitoire. Et la baisse d'acuité visuelle est le plus souvent profonde, là où dans la noyat non artéritique, elle est importante, mais rarement à contre les doigts, perception lumineuse positive ou perception lumineuse négative. On a vu une maladie de Horton, voilà, avec une atteinte visuelle, il faut considérer que jusqu'à preuve du contraire, elle est bilatérale, alors que la noyat non artéritique est beaucoup plus rarement bilatérale, et si c'est le cas, c'est de manière séquentielle. Il y a clairement une différence de papille. On sait que dans les noyats non artéritiques, ça survient chez les patients qui ont une petite papille pleine. À l'angiographie, il y a des éléments qui clairement doivent vous orienter vers une maladie de Horton. C'est si vous mettez en évidence au fond d'œil ou à l'angiographie, s'il y a des signes d'ischémie en dehors du territoire des artères ciliaires postérieures. Donc, si vous voyez un petit nodule cotonneux, une ischémie, une atteinte de l'artère cilio-rétinienne, voilà, ça, ce sont des éléments, des drapeaux rouges qui doivent vous faire évoquer la maladie de Horton. Et bien sûr, au bilan biologique, il y a voilà, un syndrome inflammatoire biologique dans l'artérite acellugéante qu'il n'y a pas dans la noyat non artéritique. Donc, clairement aussi, voilà, il y a un vrai intérêt de l'angiographie et elle est voilà, quasi pathognomonique. L'angiographie, s'il y a un retard circulatoire, un retard choroïdien étendu ou sectoriel, triangulaire, s'il y a une occlusion de l'artère cilio-rétinienne ou s'il y a une atteinte voilà, des artères ciliaires postérieures, mais également de la circulation de l'artère centrale de la rétine. Et on sait qu'il y a une bonne corrélation entre l'angiographie et la biopsie d'artère temporale et l'IRM. Donc, c'est un examen voilà, qui peut être obtenu assez rapidement et qui peut vraiment vous permettre d'augmenter votre suspicion clinique d'artérite acellugéante. Quelques petites remarques, on l'a évoqué, mais chez environ 20% des patients avec une atteinte visuelle, il y a peu de symptômes. Donc, l'absence de symptômes, céphalée, altération d'état général, n'exclut pas le diagnostic d'artérite acellugéante. Donc, un patient qui n'a pas de symptômes, vous devez quand même poursuivre les explorations pour écarter cette hypothèse-là. La chance, entre guillemets, c'est que l'absence de syndrome inflammatoire, c'est exceptionnel dans une artérite acellugéante. Là, dans la série de 96 patients suivis dans le cadre de la filière SOS Horton à Paris, la CRP la plus basse, c'était à 6 chez une patiente avec une artérite acellugéante, mais il y avait d'autres anomalies du bilan biologique, fibrinogène élevé, monocytose, hyperplaquettose. Et donc, la normalité du bilan biologique a par contre une valeur prédictive négative très forte. Enfin, dernier point, devant une noyat non artéritique, devant une noyat, vous n'avez aucun risque de traiter par corticoïde une noyat non artéritique. Il vaut mieux traiter par excès une noyat non artéritique que ne pas traiter par corticoïde une noyat qui s'avérerait être liée à une artérite acellugéante. Alors, comment est-ce qu'on traite, selon les recommandations, une atteinte visuelle de maladie de Horton? Alors, vous voyez, sans rentrer dans les détails, que ça varie énormément en fonction des sociétés savantes. Grosso modo, on propose donc en urgence, ça c'est clair qu'il faut traiter le plus rapidement possible, une corticothérapie IV, donc ça peut aller de 250, 500 à 1000 mg pendant 3 à 5 jours, ou on peut donner uniquement Péros.
mais c'est à débuter le plus rapidement possible dès la suspicion. Et même si le niveau de preuve est faible, on recommande de donner de l'aspirine. Quels sont les objectifs du traitement? Le principal objectif, c'est d'éviter l'atteinte de l'œil contralatéral et éviter que l'œil atteint s'aggrave. L'objectif de récupération de la fonction visuelle est malheureusement le plus souvent non atteignable parce qu'on sait que le pronostic est très sombre des patients qui ont une atteinte visuelle. Il n'y a que moins de 5% des patients qui vont s'améliorer sous traitement par corticoïdes. Donc, le traitement, le pronostic est toujours sombre. Est-ce qu'il y a un intérêt à traiter en urgence? Oui, même si globalement, il y a peu d'amélioration. On augmente les chances d'amélioration, on réduit le risque de bilatéralisation en traitant le plus rapidement possible et idéalement en moins de 24 heures. Et pourquoi est-ce qu'il y a un pronostic si sombre? C'est parce que la maladie de Horton, ça n'est pas entre guillemets que de l'inflammation. La maladie de Horton va en fait entraîner un remodelage vasculaire et va entraîner le développement de ce qu'on appelle une néo-intima. Il va y avoir un remodelage vasculaire, un épaississement très important, une prolifération importante au sein de l'endothélium qui va être à l'origine donc de cette occlusion. Et malheureusement, la corticothérapie va mettre du temps pour faire régresser, et en plus que de manière partielle, cet épaississement important de l'intima et cette prolifération des cellules musculaires lisses au niveau de l'endothélium. Comment donc est-ce qu'on peut faire pour améliorer le pronostic visuel des patients avec une artérite acélugiante? On a vu la prise en charge curative, entre guillemets, les résultats sont mauvais, moins de 5% d'amélioration. Finalement, la meilleure stratégie, c'est la stratégie préventive, c'est de traiter le patient avant qu'il développe la complication. Et ça, on le sait parce que on voit que depuis l'ère de la corticothérapie, il y a un déclin clair de l'atteinte ophtalmologique. On passait de environ un patient sur 2 qui avait une complication visuelle à un patient sur 6, mais on reste à un patient sur 6 qui a des complications visuelles. Et on sait aussi qu'il y a une réduction drastique de l'incidence des complications visuelles après l'instauration d'une corticothérapie. Voilà, le risque, il est de moins de 1% en 5 ans en l'absence de complications visuelles initiales. Et donc, comment faire pour améliorer le pronostic visuel? Donc, il faut reconnaître et traiter rapidement une maladie de Horton avant la complication visuelle. Il faut, dans la mesure du possible, reconnaître et traiter le plus rapidement possible lorsqu'il y a une complication visuelle et donc essayer de raccourcir les délais de diagnostic et de prise en charge. Ça, c'est l'idéal, la vie idéale. Mais ce qu'on sait, c'est que dans la vraie vie, il y a clairement un retard très important au diagnostic des atteintes visuelles. Donc là, une étude qu'on avait menée en rétrospectif, on avait regardé 33 patients qui avaient développé une complication visuelle de maladie de Horton. Et en fait, quand on analysait un petit peu leur parcours, on voyait que 27 patients sur 33 avaient des manifestations clairement évocatrices de maladie de Horton avant la survenue de la complication visuelle. 23 patients avaient vu au moins une fois leur médecin généraliste. 17 patients avaient un syndrome inflammatoire biologique qui était connu. 6 patients avaient des troubles visuels transitoires. Et au moment des troubles visuels, un délai de 3 jours entre le début des troubles visuels et la prise en charge et la consultation hospitalière. 21 patients avaient consulté un ophtalmologue et il n'y a eu que 2 corticothérapies qui ont été initiées. Et voilà, le délai médian, 3 jours entre le début des troubles visuels et la prise en charge adaptée. Donc, clairement, il y a un retard en vie réelle au diagnostic de l'atteinte visuelle de la maladie de Horton. Et surtout, ces complications auraient potentiellement pu être évitées si on avait évoqué le diagnostic plus tôt, si on avait mis en route une corticothérapie plus tôt. Donc, on a pu identifier de multiples facteurs potentiellement contributifs, facteurs organisationnels, des facteurs liés aux patients, des facteurs liés aux médecins. Et clairement, il y a une méconnaissance, entre guillemets, au sein de la population médicale de l'artérite à cellules géantes, des modalités de diagnostic. Il y a une crainte
clair à l'utilisation des corticoïdes. Et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais faire ce topo sur, pour informer les patients, rappeler la conduite à tenir en cas de suspicion de maladie de Horton. Donc, il persiste un retard important. Voilà, le diagnostic de certitude de la maladie de Horton, malgré tout, il reste difficile. Et comme je vous l'ai dit, il y a 20% de patients qui, clairement, ont une atteinte visuelle qui va être révélatrice et qui ont peu de symptômes par ailleurs. Alors, une des possibilités, enfin, un des moyens aussi d'améliorer le pronostic visuel, c'est ce qu'on appelle les filières dédiées, les fast tracks, dédiés à la maladie de Horton. Et il y a trois publications qui mettent en évidence de manière rétrospective qu'il y a clairement une diminution du nombre de patients avec une baisse d'acuité visuelle permanente lorsqu'on a des filières dédiées, lorsqu'on suspecte une maladie de Horton, une équipe pluridisciplinaire qui va rapidement pouvoir répondre oui ou non, il y a une maladie de Horton et rapidement, arrêter la corticothérapie si elle n'est pas justifiée ou la mettre en place si elle n'avait pas été mise en place auparavant. Et clairement, là, dans les recommandations de l'ELA, un patient chez qui il y a une suspicion de maladie de Horton devrait être transféré dans une structure multidisciplinaire pour pouvoir confirmer le diagnostic et adapter le traitement si besoin. Donc maintenant, de manière entre guillemets très simple, vous êtes ophtalmologue, quelle conduite à tenir en cas de suspicion de complications ophtalmologiques d'artérite à cellules géantes? Donc déjà, quand est-ce qu'il faut l'évoquer? Il y a un adage qui dit à plus de 50 ans, bonjour NFS vs CRP, c'est-à-dire à plus de 50 ans, quel que soit le trouble visuel, il faut garder en tête la maladie de Horton. Mais clairement, les cadres où vous devez l'évoquer, c'est une cécité monoculaire transitoire. Donc là, c'est un syndrome de menace visuelle. Lorsque vous avez une baisse d'acuité visuelle profonde en rapport avec une NOIA ou une OACR, bon, la NOIA, c'est 90% d'écart, mais l'OACR, 10%, et chez les patients qui ont une diplopie transitoire ou permanente, non expliquée par ailleurs. Et comment vous allez pouvoir avancer? Vous évoquez ce diagnostic dans ce cadre-là, comment vous allez pouvoir avancer? Déjà, vous pouvez, au cabinet, interroger le patient. Vous pouvez l'examiner, voir les artères temporales, mais surtout, bien l'examiner du point de vue ophtalmologique. Et oui, le bilan biologique peut vous aider parce que, encore une fois, s'il est négatif, ça lève quand même une crainte vis-à-vis de cette hypothèse. Donc, un patient qui a plus de 50 ans, qui a des manifestations visuelles, NOIA, OACR, cécité monoculaire transitoire, diplopie, vous lui posez des questions. Est-ce qu'il y a des maux de tête? Est-ce qu'il y a une claudication de la mâchoire? Est-ce qu'il y a une anomalie des artères temporales? Est-ce qu'il y a des symptômes constitutionnels? Est-ce qu'il y a des symptômes de PPR? Pour chacun de ces items, vous pouvez coter un point. Est-ce qu'au bilan ophtalmologique, est-ce que vous mettez en évidence des anomalies qui ne collent pas, par exemple, avec une NOIA non artéritique? Est-ce qu'il y a des nodules cotonneux? Est-ce qu'il y a une atteinte de l'autre œil? Est-ce qu'il y a une papille qui n'est pas pleine sur l'œil, qui n'est pas touché? Tout ça sont des éléments qui doivent vous alerter, vous dire attention, il y a potentiellement quelque chose qui ne touche pas que les artères, que le territoire des artères ciliaires postérieures. Est-ce qu'il y a des anomalies du bilan biologique? Parfois, le patient peut venir avec un bilan biologique. Vous voyez qu'il y a déjà une CRP élevée. Sinon, effectivement, demandez en urgence un bilan biologique. Et en fait, grosso modo, il faut garder en tête la NOIA non artéritique, c'est un diagnostic d'exclusion. Il faut évoquer jusqu'à preuve du contraire que ça puisse être une maladie de Horton. Donc, si clairement vous n'avez aucun élément, aucun point, la probabilité est très faible. Si vous avez certains éléments, voire plusieurs éléments, là, clairement, il y a une probabilité. Vous devez adresser le patient pour faire des examens pour confirmer ou infirmer le diagnostic de maladie de Horton et traiter, le cas échéant, le patient. Donc voilà, vous avez une suspicion faible sur la clinique, l'examen ophtalmologique et éventuellement la prise de sang, pas de corticothérapie et éventuellement vous recontrôlez le patient à distance. Par contre, s'il y a une suspicion modérée ou élevée,
vous n'hésitez pas, dès que possible, vous donnez une corticothérapie immédiate à 1 mg par kilo. Je vous conseille même d'avoir toujours à votre cabinet une corticothérapie, d'avoir du Cortencil ou le cas échéant du Solupred. Mais voilà, d'en avoir sur vous. Si un patient vient, il a une noia, il a des céphalées, il a eu un bilan biologique qui mettait en évidence qu'il y avait une CRP, ou vous mettez en évidence qu'il y a une anomalie à l'examen ophtalmologique, n'hésitez pas, vous donnez des corticoïdes. Voilà, vous allez traiter le patient, comme je dis dans les recommandations, traiter par corticoïdes par voie péros peut suffire, même s'il est recommandé de faire des bolus, mais déjà donner des corticoïdes, ça c'est vraiment important. Clairement, s'il y a une atteinte afférente, il faut que le patient soit rapidement hospitalisé pour avoir des bolus, pour avoir les examens de confirmation diagnostique. Alors, que vous ayez accès à la biopsie d'artère temporale, à éventuellement une IRM, au TEP, à l'échographie, peu importe, ces examens, malgré tout, sont des examens qui ont une bonne sensibilité, une bonne spécificité. Le plus important, c'est que vous soyez en contact déjà au préalable avec une structure en médecine interne, en rhumatologie, qui puisse accueillir ces patients. Voilà, que vous ayez un contact pour pouvoir rapidement les hospitaliser. Encore une fois, la biopsie d'artère temporale, on dit, voilà, on a 1 mois pour qu'elle se négative. Il y aura toujours des signes, il y aura peut-être plus l'infiltrat inflammatoire, mais il y aura des signes qui permettront toujours d'interpréter une biopsie d'artère temporale. C'est un peu moins vrai pour l'IRM et l'échographie qui peuvent être plus rapidement négativées et où là, on dit il faut un délai de 7 jours pour négativer un de ces examens. Quand c'est une atteinte efférente, une atteinte type de diplopie, voilà, il y a clairement probablement moins besoin d'instaurer des bolus de corticoïdes. Le pronostic est souvent meilleur dans le cadre d'une atteinte efférente. Et la corticothérapie, même si ce n'est pas clairement gravé dans le marbre, mais une corticothérapie péros peut suffire. Et là, il est peut-être moins urgent de débuter, d'hospitaliser le patient. Voilà, ce sera surtout pour confirmer le diagnostic, moins pour instaurer des bolus. On va revenir à notre cas clinique. Donc, à cette patiente, voilà, 76 ans, avec la baisse d'acuité visuelle brutale de l'œil gauche, elle a donc effectivement une acuité visuelle qui est effondrée, à compte les doigts. Donc déjà, ça doit vous alerter pour une noia non artéritique. Au fond d'œil, vous voyez qu'elle a une papille qui est bien excavée. Attention, voilà, les noias non artéritiques, c'est souvent sur des papilles pleines. Donc, vous suspectez une noia, d'accord, mais vous suspectez une noia artéritique, d'autant plus que la patiente, voilà, à l'interrogatoire, vous dit « Ah oui, j'ai des céphalées inhabituelles, j'ai mal à la tête de manière inhabituelle ou j'ai des cervicalgies de manière inhabituelle. » Et quand on regarde bien voilà, le fond d'œil, il y a un petit nodule cotonneux ici, de l'autre côté, qui voilà, peut être, entre guillemets, peut ne rien avoir à faire avec le tableau actuel, mais néanmoins doit vous faire dire « Attention, c'est peut-être plus qu'une noia non artéritique. » Et donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes face à un patient ou une patiente chez qui vous suspectez? Oui, clairement, vous interrogez le patient ou la patiente à la recherche de signes de maladie d'Orton. Avez-vous des maux de tête? Est-ce qu'il y a des troubles sensitifs du cuir chevelu? Est-ce que quand vous mâchez, vous êtes obligé de vous arrêter parce que ça vous fait mal? Est-ce que vous avez des douleurs diffuses? Est-ce que vous avez perdu du poids récemment? Le moindre de ces signes, c'est un point. Clairement, moi, je vous conseille, oui, de prescrire un bilan biologique en urgence. Vous demandez au patient d'aller rapidement faire une prise de sang et qu'il vous l'envoie rapidement. S'il y a un syndrome inflammatoire, clairement, votre suspicion, elle est élevée. S'il n'y a pas de syndrome inflammatoire, là, quand même, on est plus tranquille. En présence de signes évocateurs, la patiente voilà, décrit des signes, n'hésitez pas à prescrire une corticothérapie, voire à lui donner si vous l'avez, en urgence. Et n'ayez crainte, il vaut mieux, voilà, il n'y a pas de risque à donner une corticothérapie dans une noia non artéritique, même dans une syphilis, il n'y a pas de risque. Donc, n'ayez crainte, il faut mieux surtraiter des noias non artéritiques que ne pas traiter une éventuelle noia liée à une maladie de Horton. Comme je vous l'ai dit, les explorations futures, la biopsie d'artère temporale reste positive pendant 45 jours. Les autres examens, mais sont moins disponibles, sont négativés plus rapidement. Donc,
on arrivera à redresser le diagnostic si besoin. Donc, vous transférez la patiente à des urgences. Non, c'est pas, à moins que ce soit des urgences ophtalmologiques ou avec un circuit bien dédié, mais mettez en route la corticothérapie. Si c'est une noya artéritique, la patiente est traitée. Éventuellement, on peut faire des bolus, mais dans ce cas-là, vous organisez, vous avez le temps, entre guillemets, de récupérer le résultat du bilan biologique et de voir avec vos collègues, avec vos contacts en médecine interne, en rhumato ou en ophtalmologie, pour hospitaliser la patiente, pour faire une biopsie d'artère temporale, débuter les bolus. Voilà ce qui, entre guillemets, moi, me paraît être une stratégie de prise en charge qui permet de réduire les délais de diagnostic et d'améliorer notamment le pronostic ou d'améliorer du moins le pronostic visuel de ces patients. Je vous ai épargné, dans le cadre de la filière Orton, SOS Orton qu'on avait pu mettre en place au sein de l'hôpital Fondation Rothschild, cette stratégie basée sur cet algorithme et sur notamment le bilan biologique en urgence, ça a permis effectivement de réduire de manière significative le délai de diagnostic et de prise en charge et d'améliorer de manière malheureusement très modérée le pronostic visuel parce que ça reste une maladie qui a un pronostic visuel très sombre. Mais voilà, il y a de plus en plus, en tout cas, d'éléments qui accréditent cette stratégie de la mise en route la plus rapide possible d'une corticothérapie devant une suspicion. En conclusion, donc voilà, un pronostic très sombre, une fréquence de 1 sur 6 d'atteinte visuelle dans l'ACG, une atteinte sévère. Le diagnostic de certitude reste difficile encore en 2021, même s'il y a de nouvelles modalités de diagnostic et même si clairement il y a un intérêt des filières dédiées. Le meilleur traitement de l'atteinte visuelle, c'est le traitement préventif, c'est savoir y penser avant la complication visuelle. Dans un monde idéal, les ophtalmologues ne verraient pas de complications visuelles de la maladie de Horton parce qu'on les traiterait, on les dépisterait avant. Malheureusement, il y a 20% de patients qui ont peu de symptômes et malheureusement, il y a des délais et il y a des gens qui, malgré des symptômes évocateurs, ne sont pas traités. Et donc, il y a vraiment un rôle pronostic majeur de la prise en charge urgente de l'atteinte ophtalmologique. Il faut plutôt l'évoquer par excès que par défaut et ne pas hésiter, ne pas retarder l'initiation de la corticothérapie en cas de suspicion. Voilà, je remercie Meredith Santé de m'avoir invité. Je remercie la clinique Axiom où je travaille actuellement et mes collègues ophtalmologues du groupe Ex-Vision avec lesquels nous souhaiterions mettre en place une filière SOS Orton au sein de la clinique Axiom et tous mes collègues de mon précédent poste au sein de la filière SOS Orton. Et je vous remercie, vous, beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.